Chapitre 1. Le masque tombe. La pluie tambourinait contre les fenêtres de la maison des Elliott comme des balles contre une armure. Un bruit que Lorenzo Elliott ne connaissait que trop bien. Il était assis dans son bureau, examinant les plans d'architecture de son entreprise de construction. Lorsque l'électricité fut soudainement coupée, la maison fut plongée dans l'obscurité, à l'exception du pâle clair de lune filtrant à travers les nuages d'orage. La main de Lorenzo se porta instinctivement vers le tiroir où il rangeait son arme de service datant de l'époque où il était consultant en sécurité. 20 ans passés en Amérique l'avaient adouci, mis à l'aise, mais les vieux instincts avaient la vie dure. Le tatouage sur son avant-bras, un crâne grossier avec des chiffres en forme de cervelet, picotait comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Un cri perça le silence. La voix de sa fille Amelia. Lorenzo se déplaçait dans la maison tel un prédateur. Ses pas étaient silencieux malgré son 1,90 m. La scène de salon qui l'accueillit aurait dû terrifier n'importe quel père normal. Une silhouette masquée, vêtue d'une tenue tactique noire, tenait un couteau dentelé sous la gorge d'Amelia, 17 ans. Ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, étaient écarquillés de terreur. « Papa » gémit-elle. La voix de l'intrus était froide, professionnelle. « Lorenzo Elliott, ta femme m'a payé 500 000 pour ralentir. Elle veut que tu souffres avant de mourir. » Lorenzo sentit une agitation ancienne et terrible dans sa poitrine. Catherine, sa femme depuis 18 ans, la femme qui l'avait sauvé de ses ténèbres, qui lui avait donné une raison de laisser son passé enfoui. La femme qui travaillait tard le soir depuis des mois, devenue distante et froide. « Où est ma femme » demanda Lorenzo d'une voix étrangement calme. En sécurité, observant depuis sa chambre d'hôtel avec son amant. L'emprise du tueur se resserra sur Amelia. Elle en avait assez de jouer à la maîtresse de maison avec un immigré déchu. Lorenzo s'approcha et l'intrus recula brusquement, surpris par l'absence totale de peur dans son approche. « Tu fais une erreur » dit doucement Lorenzo. « Reste en arrière ou ta fille meurt la première. » Lorenzo leva les mains en signe de reddition apparente, puis releva délibérément sa manche gauche. Le faisceau de la lampe torche du tueur à gages éclaira l'encre bleue délavée du tatouage de prison de Lorenzo, un crâne entouré du chiffre 8 en écriture cyrillique. Le corps du tueur se figea. Le couteau trembla dans sa main. « Non, non, c'est impossible. Le boucher du bloc 8 est mort. Ils l'ont tué en Sibérie. » « La mort, » dit Lorenzo, son accent russe apparaissant pour la première fois depuis des années, est un luxe que je n'ai jamais eu. Kyle Carr, car c'était le nom du tueur à gages, avait passé 15 ans dans différentes prisons sur 3 continents. Il avait entendu les histoires, les légendes murmurées du bloc 8 de Krashark. Comment un homme avait systématiquement éliminé tous les chefs de gangs rivaux, tous les gardes corrompus, tous les détenus qu'il avait trahis. Comment il s'était frayé un chemin jusqu'au pouvoir absolu à main nue et avec une volonté de fer. Le téléphone de Cole a été intercepté. Un SMS de Catherine Elliott. Mise à jour. Éliminer sa fille aussi si nécessaire. Le tueur à gages a lu le message à voix haute, la voix tremblante. Votre femme ? Elle veut que je tue aussi votre fille. L'expression de Lorenzo ne changea pas, mais quelque chose changea dans l'atmosphère de la pièce. La température sembla chuter de 10 degrés. Kyle Carr, dit-il, et le tueur à gages halta. Oui, je sais qui vous êtes. Le détroit enforcé est tombé en disgrâce auprès des Morettes. Catherine vous a embauché grâce au réseau de Marcus Webb. Comment faites-vous ? Parce que je la surveille depuis des mois. Je suis au courant pour Derek Maddox. Je suis au courant pour la police d'assurance vie qu'elle a triplé il y a 6 mois. Je suis au courant pour les papiers de divorce qu'elle n'a pas encore déposés parce qu'elle pense qu'un héritage de veuve vaut mieux qu'une pension alimentaire. La main de Kyle tremblait. L'histoire disait que le boucher flairait le mensonge, pouvait lire dans les âmes. On disait qu'il n'oubliait jamais un visage, ne pardonnait jamais une trahison. Tu as 2 choix, continua Lorenzo. Par maintenant et je ferai comme si de rien n'était, ou je poursuivrai ton contrat et je découvrirai pourquoi on m'appelle le boucher. K regarda Amelia, puis Lorenzo. La fille était belle, innocente, mais l'homme, était la mort incarnée, portant le masque d'un père de banlieue. Le couteau tomba au sol avec fracas. Choix judicieux, dit Lorenzo. Maintenant, dis-moi tout sur le plan de Catherine. Chapitre 2. La patience du chasseur. Kyle Carr était assis en face de Lorenzo dans la cuisine, une tasse de café lui réchauffant les mains tandis qu'il racontait tous les détails du complot meurtrier de Catherine Elliott.
Amelia était à l'étage, secouée mais indemne, avec l'ordre strict de faire ses valises et de ne rien dire à personne. Elle a contacté les hommes de Marcus Webb il y a 3 semaines, expliqua Kyle, jetant un coup d'œil nerveux à l'expression calme de Lorenzo. Elle a dit qu'elle avait besoin que son mari soit éliminé, pour faire croire à une invasion de domicile. Le paiement était de $50 000 d'avance, $450 à la fin. Lorenzo a assimilé cette information sans émotion apparente, mais au fond, quelque chose d'ancien et de méthodique calculait les coûts et les contre-coups. Et Derek Maddox, directeur financier à la Meridian Bank, 42 ans, divorcé, sans enfant. Il l'a pressé d'accélérer les choses. Apparemment, il a une opportunité d'investissement qui nécessite leur argent à tous les deux. L'assurance vie, 1,5 million. Elle pensait qu'avec votre entreprise de construction et la maison, elle repartirait avec près de 3 millions au total. Lorenzo s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, observant le reflet de Kyle dans la vitre. Le tueur à gages disait vrai. La peur avait le don de rendre les hommes honnêtes. Il y a 20 ans, Lorenzo l'aurait tout simplement tué. Mais l'Amérique l'avait changé. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il y a autre chose, dit K doucement. Votre fille ? Elle le sait. Lorenzo se retourne lentement. C'est ce qu'il en est de la liaison de sa mère. Elle les avait surpris au Marriott du centre-ville il y a 2 semaines. Elle te protégeait, cherchant comment te l'annoncer. La révélation a frappé Lorenzo comme un coup dur. Amelia portait ce fardeau seule, essayant de le protéger de la vérité. Sa fille brillante et belle, qui avait hérité de son esprit stratégique et de la loyauté inébranlable de Catherine. Sauf que Catherine les avait trahis tous les deux. Où sont-ils maintenant ? Dans la suite présidentielle de l'hôtel Méridien. Catherine pense qu'il sera mort à minuit. Maddox fête probablement sa tôt. Lorenzo resta silencieux un long moment, son esprit réfléchissant aux possibilités. Puis il sourit et Kyle sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une expression humaine. Je veux que tu remplisses ton contrat, dit Lorenzo. Kyle faillit faire tomber sa tasse de café. Quoi ? Appelle Catherine. Dis-lui que le travail est terminé. Dis-lui que je me suis battu, que c'était compliqué. Mais qu'Amelia et moi sommes morts. Fais-lui croire. Mais pourquoi ? Parce que Kyle, tu vas m'aider à donner une leçon à ma femme et à son amant sur le prix de la trahison. Lorenzo ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvaient des photos, des relevés financiers, des rapports de surveillance, preuve d'une enquête qui durait depuis des mois. Kyle écarquilla les yeux en réalisant l'ampleur de ce qu'il voyait. Tu le savais, souffla Kyle. Tu le savais depuis toujours. Je m'en doutais depuis qu'elle avait commencé à travailler tard, il y a 6 mois. Je l'ai confirmé lorsqu'elle a engagé un avocat spécialisé en divorce qu'elle pensait que j'ignorais. Depuis, je rassemble des preuves. La voix de Lorenzo était neutre, comme s'il parlait de la météo, mais j'avais besoin de savoir jusqu'où elle était prête à aller. Et maintenant, tu sais. Maintenant, je sais qu'elle est prête à assassiner sa propre fille pour obtenir ce qu'elle veut. Le regard de Lorenzo devint froid. Cette limite est infranchissable. K observa l'homme en face de lui. Ce n'était pas l'entrepreneur de banlieue qu'il avait été chargé de tuer. C'était tout autre chose. Un prédateur qui se faisait passer pour une proie. Que veux-tu que je fasse ? Passe l'appel. Ensuite, nous allons rendre visite à ma femme et à son amant. Mais d'abord, il faut préparer le terrain. Lorenzo sortit son téléphone et passa un appel. Marcus, c'est Elliot. J'ai besoin d'un service. Oui, le bon vieux temps. 2 heures. Parfait. Il raccrocha et regarda Kyle. Tu connais Marcus Webb ? Bien sûr. Il dirige la moitié de la clandestinité de cette ville. Il me doit 3 dettes de vie, du bon vieux temps. Ce soir, il commence à les rembourser. K commençait à comprendre qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus grave qu'un simple meurtre à gages. Que s'est-il passé dans cette prison ? Lorenzo resta silencieux un instant, puis remonta ses manches. K voyait d'autres tatouages maintenant. Des dessins carcéraux bruts qui racontaient une histoire de violence et de survie. Une toile d'araignée sur le coude, signifiant qu'il avait tué en prison. Des étoiles sur les épaules, le désignant comme un voleur autoritaire. Et sur sa poitrine,
partiellement visible sous sa chemise, l'étoile à 8 branches distinctives qui le désignait comme un Vorzakan. Un beau-frère voleur, une royauté intouchable dans la pègre russe. J'avais 25 ans quand l'Union soviétique est tombée, dit doucement Lorenzo. J'étais bien des choses. Soldat, homme de main, survivant. Quand le chaos est arrivé, j'ai choisi le mauvais camp. Tu as fini à Krachark, condamné à 25 ans, mais tu t'es échappé. J'ai purgé 8 ans, assez longtemps pour comprendre que survivre ne consiste pas à être le plus fort ou le plus cruel. Il s'agit d'être le plus patient, le plus prudent, le plus minutieux dans sa vengeance. K commençait à avoir l'impression d'avoir réveillé quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Et Catherine ignore qui elle a épousé. Catherine est tombée amoureuse de l'homme que je suis devenu, pas de l'homme que j'étais. J'ai enterré le boucher en arrivant en Amérique. J'ai construit une vie, élevé une fille, essayé d'oublier. Le visage de Lorenzo se durcit, mais certaines choses, une fois réveillées, ne peuvent jamais être remises en sommeil. Le téléphone dans la poche de Kyle éclata. Un SMS de Catherine. Statut. Lorenzo fit un signe de tête vers le téléphone. Il est temps de jouer ton rôle. Dites-lui que la brebis est morte et que le berger rentre à la maison. Chapitre 3. Les titans du web. La suite présidentielle de l'hôtel Méridien occupait tout le 42e étage. Ses fenêtres à ciel ouvert offraient une vue panoramique sur les lumières scintillantes de la ville. Catherine Elliott se tenait à ses fenêtres, une coupe de champagne dans sa main manucurée, regardant son reflet lui sourire en retour. À 38 ans, Catherine avait conservé l'élégance raffinée qui avait attiré l'attention de Lorenzo 20 ans auparavant. Ses cheveux auburn tombaient en ondulations parfaites sur ses épaules, et sa robe de créateur épousait des courbes que des séances de yoga rigoureuses avaient préservées. Elle était une marchande d'art en difficulté lorsqu'ils se sont rencontrés. Maintenant, elle allait devenir une veuve très riche. C'est fini, dit-elle en se tournant vers Derek Maddox, affalé sur le canapé en cuir, vêtu seulement d'un peignoir d'hôtel. K venait de le confirmer. Lorenzo et Amelia sont tous les deux morts. Derek Maddox était tout ce que Lorenzo n'était pas, doux, raffiné, né privilégié. Vieux riche du Connecticut, diplômé de Yale, il portait son assurance comme une eau de Cologne hors de prix. À 42 ans, il avait encore la silhouette élancée d'un joueur de tennis et le sourire prédateur d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Il était temps, dit Derek sans lever les yeux de son ordinateur portable. Les comptes aux îles Caïmans sont prêts, et mon contact à Zurich confirme que la période d'investissement se termine demain. Il va falloir faire vite. Catherine le rejoignit sur le canapé, passant ses doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés. Plus besoin de rôder dans les chambres d'hôtel. Plus besoin de faire semblant d'aimer un homme qui s'en l'assure et parle comme un paysan. Ton mari était utile, admis Drerick. Son entreprise de construction offrait d'excellentes opportunités de blanchiment d'argent. Mais l'homme lui-même, frissonna-t-il théâtralement. Ce regard mort, cet accent russe, il a essayé de le cacher. Je n'ai jamais compris ce que tu lui trouvais. Sécurité, dit simplement Catherine. Lorenzo était sûr, stable, parfait pour élever Amelia pendant que je découvrais ce que je voulais vraiment. Et que veux-tu vraiment? Le sourire de Catherine devint prédateur. Tout, l'assurance vie, les actifs de l'entreprise, la maison, plus ta petite aventure aux îles Caïmans. On s'attend à près de 5 millions de liquidités d'ici la semaine prochaine. Derek la serra contre lui. Et Amelia, tu l'as vraiment tuée aussi. Elle nous a attrapés. Derek, quel choix avais-je? De plus, son assurance vie couvrira largement ses frais de scolarité à Harvard. Drerick eut un rire glacial. J'adore ça chez toi. Ils étaient tellement absorbés par leur fête qu'aucun des deux n'a remarqué le léger carillon de l'ascenseur arrivant à leur étage. Ils n'ont pas entendu la conversation tranquille dans le couloir ni les sons subtils du système de sécurité contourné par des professionnels. Catherine était en train d'attraper la bouteille de champagne quand les lumières se sont éteintes. Panne de courant, marmonna Drerick en attrapant la lampe torche de son téléphone. Les infrastructures de cette ville sont... Le faisceau lumineux de son téléphone capta une silhouette silencieuse près de la porte. Un homme imposant, vêtu de noir, parfaitement immobile, les observait. Catherine hurla, « Bonsoir, chérie », dit Lorenzo, sa voix portant ce léger accent russe que Catherine l'avait aidé à réprimer pendant des années. « J'espère que je ne dérange rien d'important. » Drerick recula sur le canapé, son peignoir s'ouvrant. « C'est impossible. Tu es mort. »
Kyle confirma. Kyle confirma ce que je lui avais demandé de confirmer. Lorenzo entra dans la pièce et ils purent constater qu'il n'était pas seul. Kyle Carr le suivait, suivi de 2 autres hommes que Catherine ne reconnaissait pas. Des individus au visage dur, avec le genre de cicatrices qui racontent des histoires. « Bonjour, Catherine », dit l'un des nouveaux venus. « Ça fait longtemps. » Le visage de Catherine devint blanc. Marcus Webb. Marcus Webb était un homme petit et soigné d'une 50aine d'années. Mais Catherine se souvenait d'eux. Les histoires que Lorenzo lui avait racontées à propos de son vieil ami. Webb avait été l'homme de main le plus redouté de Détroit avant de bâtir son empire actuel. Sa présence ici signifiait que la situation était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Lorenzo lui rappela d'anciennes faveurs. Marcus lui expliqua gentiment quelque chose sur l'enseignement du respect aux membres ingrats de la famille. Derek retrouva enfin sa voix. « Écoutez-moi bien. C'est un enlèvement. Je vais tous vous faire arrêter. Savez-vous qui je suis ?» Derek Maddox, dit Lorenzo en consultant son téléphone comme s'il lisait un texte. Fils de Richard Maddox, juge fédéral, diplômé de Yale, vice-président de la Meridian Bank. Une dépendance à la cocaïne que vous pensez que personne n'est au courant. Des dettes de jeu envers la famille Torino totalisant $800 000. La confiance de Derrick s'évanouit. Comment allez-vous? Je sais tout de vous, Derek. Je suis au courant des comptes et des paiements. Je suis au courant des fonds détournés que vous avez utilisés pour financer votre train de vie. Je suis au courant de l'enquête de la SEC qui va atterrir sur votre bureau lundi matin. Catherine reculait vers les fenêtres, l'esprit brouillé. Course. Lorenzo, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. J'étais confus. Tu as engagé un tueur pour assassiner ton mari et ta fille, dit Lorenzo d'une voix toujours étrangement calme. Ce n'est pas de la confusion, Catherine. C'est maléfique. L'argent, on peut le partager. L'assurance, l'entreprise, tout. Lorenzo regarda Marcus, qui haussa les épaules. Elle ne comprend vraiment pas, comprend-elle? Comprend-elle quoi? Catherine exigea qu'il ne s'agisse jamais d'argent, répondit Lorenzo. Il s'agit de justice. De justice russe. Il sortit son téléphone et lui montra l'écran. Une vidéo en direct d'Amelia, saine et sauve, assise dans ce qui semblait être un endroit sécurisé avec 2 gardes. Notre fille est vivante et en bonne santé, dit Lorenzo. Elle a tout observé grâce à des caméras cachées. J'ai demandé à Cole de s'installer dans cette pièce. Dis bonjour à maman, ma chérie. La voix d'Amelia résonna dans le haut-parleur du téléphone, froide et claire. Bonjour, maman. Je veux que tu saches que j'ai tout entendu, que tu voulais ma mort, que tu traitais papa de paysan. De tout. Catherine s'affala sur une chaise. La situation lui frappait enfin de plein fouet. C'est de la provocation. Ça ne tiendra pas devant un tribunal. Marcus Webb rit. Oh, mon cœur, on n'ira pas au tribunal. Derrick se précipita désespérément vers le compartiment à bonbons, mais l'un des hommes de Webb le frappa nonchalamment, l'envoyant s'étaler sur le sol en marbre. Assieds-toi, Derek, dit Lorenzo d'un ton aimable. Nous avons tant de choses à discuter, à commencer par la façon dont tu comptes dépenser le prix du sang de ma femme. Catherine regarda autour d'elle, la satisfaction froide de Lorenzo, l'intérêt professionnel de Marcus, le soulagement coupable de Kyle et la terreur grandissante de Derrick. Pour la première fois depuis des mois, elle réalisa qu'elle avait peut-être sérieusement sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. « Que veux-tu » murmura-t-elle. Lorenzo sourit, et ce fut la chose la plus terrifiante que Catherine ait jamais vue. « Je veux te raconter une histoire » dit-il en s'installant sur une chaise en face d'elle. « À propos d'un endroit appelé Bloc 8 et de ce qui arrive aux gens qui trahissent leur famille. » Chapitre 4, les péchés du passé. Lorenzo commença son récit avec la patience d'un homme qui a tout son temps, tandis que Catherine et Derek écoutaient avec l'attention de ceux dont la vie dépendait de chaque mot. La prison fédérale de Krasnahar, le bloc 8, n'était pas comme les prisons américaines, dit Lorenzo, son accent s'accentuant à mesure qu'il puisait dans des souvenirs enfouis depuis des décennies. C'était un endroit où les pires des pires étaient envoyés pour disparaître. Prisonniers politiques, chefs de gang, cannibales, tueurs en série. Les gardiens ne maintenaient pas l'ordre. Ils s'assuraient simplement que personne ne parte. Marcus Webb s'installa sur une chaise, visiblement familier avec cette histoire,
mais appréciant le récit. Kyle se tenait près de la porte, son rôle à la fois de traître et de converti encore incertain. J'avais 25 ans, j'étais arrogant, je me croyais intouchable parce que j'avais survécu à l'effondrement soviétique. Mais au bloc 8, rien de tout cela n'avait d'importance. Votre argent, vos relations, votre réputation. Tout cela n'avait aucune importance quand vous êtes enfermé dans une boîte en béton avec 300 des hommes les plus dangereux du monde. Sibérie. Catherine tenta de m'interrompre. Lorenzo, s'il te plaît. Je ne vois pas ce que cela peut faire taire. Le mot claqua comme un fouet et Catherine tressaillit. Ce n'était plus le doux mari qu'elle avait manipulé pendant 18 ans. C'était tout autre chose. En une semaine, j'ai compris que survivre impliquait de comprendre la hiérarchie. Les Vorvzakans régnaient par le respect et la peur. En dessous d'eux se trouvaient les Blatani, des criminels professionnels qui suivaient le code. En bas se trouvaient les Suki, les rats, les traîtres, ceux qui collaboraient avec les gardes. De Rurik transpirait malgré la climatisation. Écoutez, tout cela est très intéressant, mais je pense qu'il y a eu un malentendu. Lorenzo l'ignora complètement. Le bloc était contrôlé par Dmitri Valkov, un guerrier qui était à l'intérieur depuis 15 ans. Il avait atteint le sommet par la mort et s'était maintenu au pouvoir grâce à un système simple. La loyauté absolue était récompensée. La trahison était punie de mort, et la mort s'abattait lentement sur ceux qui le décevaient. J'ai commis l'erreur de croire que je pouvais défier ce système. J'étais jeune. Fier, stupide. J'ai formé mon propre groupe, commencé à conquérir des territoires, à établir mes propres règles. Pendant 3 mois, ça a marché. On contrôlait les ateliers, la cuisine, et on avait même des gardes à notre solde. Marcus a ricané. Par l'heure de la partie d'échecs. Volkov a fini par me dénoncer. Il a dit qu'on réglerait notre différend par une partie d'échecs. Le gagnant rafle tout. Le perdant meurt. Simple, clair, à l'ancienne. J'ai accepté parce que j'avais été champion régional de l'armée. Ce que j'ignorais, c'est que 3 de mes hommes les plus fidèles avaient déjà été trahis. Catherine écoutait malgré elle, horrifiée et fascinée par cet aperçu d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. La partie d'échecs se déroulait dans la salle principale, sous les yeux de tout le quartier. Volov était bon, meilleur que je ne l'espérais, mais je gagnais. Je l'avais en échec, à 2 coups du mat. Puis j'ai attrapé madame et je me suis retrouvé face à face avec une cuillère aiguisée tenue par mon propre lieutenant. Vos propres hommes vous ont trahi, a demandé de Rurik. Un instant, oubliant sa situation. 3 d'entre eux m'avaient promis de meilleures positions sous Volkov s'ils m'aidaient à m'éliminer. Ils empoisonneraient ma nourriture avant la partie. Rien de fatal, juste assez pour ralentir mes réflexes et obscurcir ma pensée. Pendant que j'étais concentré sur l'échiquier, ils se positionnaient pour le meurtre. L'expression de Lorenzo s'est éloignée, et Catherine a lu dans ses yeux quelque chose qui lui a glacé le sang. C'est là que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. La trahison familiale est plus douloureuse que n'importe quelle douleur physique, mais elle vous apprend aussi précisément qui sont vos ennemis. Que s'est-il passé, demanda K doucement. Je les ai tués tous les 3 à main nue devant tout le quartier. Puis j'ai terminé la partie d'échecs et j'ai mis Vulov en échec et mat, mais je ne l'ai pas tué. Pas encore. D'abord, il me fallait comprendre l'ampleur exacte de la trahison. Marcus a repris l'histoire. C'est là que ça devient intéressant. Lorenzo a passé les 4 années suivantes à détruire systématiquement tous ceux qui avaient participé au complot. Pas seulement les 3 traîtres, mais leurs familles à l'extérieur, leurs criminels. Réseau, leurs alliés. Il a transformé la prison en son royaume personnel. On l'appelait le boucher à cause de ses méthodes, continua Marcus. Mais ce n'était pas une violence aléatoire. C'était chirurgical, calculé, précis. Il identifiait une cible, apprenait tout d'elle, puis l'éliminait d'une manière qui envoyait un message à tous les autres. Catherine commençait à comprendre pourquoi Lorenzo avait raconté cette histoire. Tu penses qu'on t'a trahi? Je ne pense pas, Catherine. Je sais. Tu as engagé un tueur pour assassiner ton mari et ta fille. Dans mon monde, il n'y a pas de pire trahison que ça. Derek sembla enfin saisir la gravité de leur situation. Bon, on a fait une erreur. Mais c'était avant. C'est maintenant. Tu ne peux pas juste, quoi, demanda Lorenzo d'un ton doux. On ne peut pas appliquer ici la même justice que j'ai apprise là-bas.
On ne peut pas traiter la trahison de ma femme avec le même sérieux que n'importe quel autre ennemi. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. La différence entre le blocus et ici, c'est qu'ici, j'ai des ressources, de l'argent, des relations, de l'influence, la capacité à faire disparaître les gens sans que personne ne pose de questions. Marcus sortit une tablette et la montra à Catherine et Derek. Sur l'écran figuraient des relevés bancaires, des relevés de transactions, des photos de surveillance, un dossier complet sur leur liaison et leur planification financière. Nous vous surveillons depuis des mois, expliqua Marcus. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque transaction électronique. Nous sommes au courant des comptes aux îles Caïmans, des avoirs suisses, des fausses identités que vous avez préparées. Nous savons tout. La voix de Catherine était à peine un murmure. Que allez-vous nous faire? Lorenzo se retourna pour leur faire face. Cela dépend entièrement de votre coopération au cours des prochaines heures. Voyez-vous, j'ai préparé 3 scénarios différents pour la fin de cette soirée. Dans l'un d'eux, vous vivez tous les deux. Dans les 2 autres, il haussa les épaules avec éloquence. Que voulez-vous? Exigea Derek. Je veux que vous compreniez que les actes ont des conséquences. Que la trahison a un prix. Que l'homme que vous pensiez pouvoir manipuler et assassiner n'a jamais été l'immigrant faible que vous croyez. Lorenzo s'approcha d'une mallette qu'un des hommes de Marcus avait apportée et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos et ce qui semblait être des papiers juridiques. Première option, dit-il en sortant un épais dossier. Vous disparaissez tous les 2 ce soir. Nouvelles identités, nouvelle vie, mais vous vivrez dans la pauvreté sous ma supervision pour le restant de vos jours. Vous travaillerez au salaire minimum, vivrez dans un logement social et vous vous rappellerez quotidiennement le prix de la trahison. Deuxième option, poursuivit-il en sortant un autre dossier. Derek fait face à l'enquête de la SEC qui est sur le point de détruire sa carrière, ainsi qu'à l'audit de l'IRS qui le dépouillera de tous ses biens. Catherine est accusée de complot de meurtre sur la base des preuves que nous avons recueillies. Vous passerez tous les 2 les 20 prochaines années en prison fédérale. Catherine et Derek échangèrent des regards désespérés. Et troisième option, demanda Catherine. Lorenzo sourit, et c'était l'expression d'un homme qui avait passé des années à préparer ce moment. Troisième option, c'est celle que je préfère, celle qui rend hommage aux leçons apprises au bloc 8. Chapitre 5. Le jeu commence. Lorenzo sortit son téléphone et le posa sur la table basse entre eux. L'écran diffusait en direct ce qui semblait être un entrepôt quelque part en ville, vide à l'exception de 2 chaises, placées sous un éclairage industriel intense. L'avantage de la troisième option, dit Lorenzo en se calant confortablement dans son fauteuil, avec le confort d'un homme maître de lui, c'est qu'elle vous offre à tous 2 l'occasion de prouver votre loyauté. Derek transpirait abondamment, son arrogance passée remplacée par une panique à peine maîtrisée. Quelle chance? Un simple test. Voyez-vous, au bloc 8, nous avons appris que les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils sont confrontés à de réelles conséquences. Oubliez le confort, la sécurité, les illusions, et vous découvrez qui ils sont vraiment. Marcus Webb sourit d'un air approbateur. Les vieilles méthodes sont parfois les meilleures, continua Lorenzo. Vous avez tous les 2 prétendu vous aimer. Vous avez prétendu que votre relation valait la destruction d'une famille, le meurtre. Maintenant, vous avez l'occasion de le prouver. Il désigna l'écran du téléphone. Dans 30 minutes, vous serez tous les 2 conduits à cet entrepôt. Vous aurez le choix. Un choix très simple. Mais d'abord, laissez-moi vous donner quelques informations supplémentaires qui pourraient influencer votre décision. Lorenzo sortit de sa mallette une série de photos. La première montrait Derek entrant dans un immeuble haut de gamme du centre-ville. Le Penthouse de Dererick sur la 5e rue. Lorenzo expliqua, très joli. Superbe vue sur le parc. La femme à qui il rend visite tous les mardis et jeudis s'appelle Renée Gardner. Une belle blonde de 26 ans, coach sportif. Le visage de Catherine devint blanc, balbutia Derek. Ce n'est pas, juste. Son autre petite amie, dit Lorenzo d'un ton neutre. Celle qu'il a promis d'épouser une fois son contrat conclu avec vous. Celle qui vous prend pour juste, sa cliente âgée qui investit l'argent de son défunt mari. Catherine se tourna vers Derek, le regard meurtrier. Espèce de salaud. Tu t'es joué de moi. Catherine, je peux t'expliquer. Oh, il y a plus. L'interrompit Lorenzo, savourant l'instant. Il sortit une autre série de photos.
Celle-ci montre les visites régulières de Catherine chez le docteur Kenneth Gill, un chirurgien plasticien spécialisé dans la reconstruction faciale. Les consultations avaient commencé il y a 3 mois, juste au moment où la police d'assurance vie avait été augmentée. Dererik fixait les photos, incrédule. Tu comptais changer de visage? Pourquoi? Ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. Tu allais disparaître avec l'argent. Laisse-moi porter la responsabilité du meurtre. Ce sont tous les deux des sociopathes. Marcus observa d'un œil clinique. Incapables de loyauté sincère envers quiconque, sauf envers eux-mêmes. Ce qui rend la chose bien plus intéressante. Qu'a pris la parole depuis sa position près de la porte. Quel est le test? Lorenzo sourit. Chacun d'eux recevra une arme, un pistolet chargé. Ils seront installés sur des chaises à 3 mètres de distance et on leur dira que l'un d'eux doit mourir. Le survivant repartira avec la vie sauve et un demi-million de dollars en liquide. Le hic, c'est qu'ils doivent faire ce choix eux-mêmes. Personne ne les forcera à le faire. Tirez. Mais si aucun des deux n'agit dans les 60 minutes, ils mourront tous les deux. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du souffle saccadé de Catherine et des gémissements discrets de Dererik. Voyez-vous, poursuivit Lorenzo sur le ton de la conversation. Ça élimine tous les faux-semblants, tous les mensonges, toute manipulation. Ça ramène la situation à un pur instinct de survie. Qui aiment-ils vraiment? Eux-mêmes ou l'un l'autre? C'est insensé, dit Dererik d'une voix brisée. Vous ne pouvez pas. C'est un meurtre. C'est la justice, corrigea Lorenzo. Vous avez tous les deux conspiré pour nous assassiner, ma fille et moi. Maintenant, vous êtes confrontés au même choix que vous avez essayé de nous imposer. Qui vit et qui meurt? Catherine fixait les photos de l'autre petite amie de Dererik, l'esprit en ébullition. Depuis combien de temps êtes-vous au courant pour René? Depuis le début, répondit Lorenzo. Dererik jongle avec 3 femmes depuis 2 ans. Vous, René, et son ex-femme, avec qui il essaie de se réconcilier pour accéder à son fonds fiduciaire. Le visage de Dererik se décomposa en réalisant l'ampleur de ses mensonges. Tu ne comprends pas. J'avais besoin de l'argent, des dettes de jeu, de la cocaïne, des torinos. Ils allaient me tuer si je ne payais pas. Alors, tu as décidé de tuer la famille de quelqu'un d'autre, dit K, parlant pour la première fois depuis des minutes. Une vraie noblesse. Marcus regarda sa montre. Plus que 25 minutes avant le transport. Ce serait peut-être le bon moment pour faire tes adieux. Catherine ne regardait plus Derek. Elle observait Lorenzo avec le regard calculateur d'une femme, cherchant un angle, n'importe lequel, qui pourrait lui sauver la vie. Lorenzo, dit-elle, sa voix prenant le ton mielleux qu'elle utilisait pour le manipuler depuis des années. Nous avons une fille ensemble. Amelia a besoin de sa mère. Tu ne peux pas sérieusement envisager ça. Amelia, interrompit Lorenzo, a observé toute cette conversation grâce au système de surveillance. Elle m'a expressément demandé de te transmettre ce message. Il brandit son téléphone et la voix d'Amelia emplit la pièce, claire et froide. Mère, j'ai cessé d'avoir besoin de toi. Le jour où je t'ai surpris avec Derek. J'ai cessé de t'aimer le jour où je t'ai entendu ordonner ma mort. Quoi qu'il t'arrive maintenant, tu l'as cherché. N'ose pas utiliser mon nom pour tenter de te sauver. Catherine s'effondra sur sa chaise comme si elle avait été frappée. Sa propre fille, l'enfant qu'elle avait porté pendant 9 mois, élevé pendant 17 ans, venait de la renier complètement. Dererik fit une dernière tentative désespérée. L'argent. Tout l'argent que nous avions prévu. Tu pourrais tout avoir. Laisse-nous partir et tu ne nous reverras plus jamais. Lorenzo rit, un rire dénué de toute chaleur ni d'humour. Derek, tu ne comprends toujours pas. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de respect, de conséquences, d'enseigner au monde que certaines choses sont sacrées et ne peuvent être violées sans paiement. Les hommes de Marcus avancèrent, et Catherine comprit que leur temps de marchandage était révolu. Marcus, dit Lorenzo en se levant, veuillez accompagner nos invités à leur dernière représentation. Assurez-vous qu'ils comprennent bien les règles. Alors qu'on les conduisait vers la porte, Catherine se retourna une dernière fois. Lorenzo, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je disparaîtrai. Je signerai tout. Je le ferai. Tu feras face aux conséquences de tes choix, dit doucement Lorenzo. Tout comme j'ai affronté le mien dans le bloc 8.
La différence, c'est que je survis parce que je n'ai jamais trahi ma famille. La porte se referma derrière eux, laissant Lorenzo seul avec Kyle. Que se passe-t-il s'ils choisissent tous les deux de ne pas tirer? Demanda Kyle. Lorenzo resta silencieux pendant un moment, regardant les lumières de la ville. Ils auront alors appris quelque chose sur la loyauté que je n'ai jamais appris. Et peut-être, juste peut-être, mériteront-ils un autre type de justice. Mais d'après son ton, K pouvait dire que Lorenzo ne s'attendait pas à ce résultat. Chapitre 6. La représentation finale. L'entrepôt se trouvait dans un quartier industriel à 20 minutes du centre-ville, entouré de terrains vagues et de bâtiments abandonnés. Marcus Webb l'avait choisi avec soin. Pas de voisins, pas de témoins et des murs insonorisés qui pourraient contenir ce qui se passait. À l'intérieur. Catherine et Derek étaient assis sur les chaises en métal sous les projecteurs, les poignets attachés aux accoudoirs. Entre eux, sur une petite table, se trouvaient 2 pistolets identiques. Une voix parvenait à travers des haut-parleurs montés au plafond. La voix de Lorenzo, calme et précise. Les règles sont simples, a-t-il déclaré. L'un de vous doit mourir dans l'heure qui suit. Le survivant sera libéré avec $500 000 et une nouvelle identité. Si aucun de vous n'agit, tous deux mourront. Catherine a testé ses moyens de retenue. Mais les hommes de Marcus ont bien fait leur travail. Les attaches étaient suffisamment serrées pour empêcher la fuite, mais suffisamment lâches pour lui permettre d'atteindre l'une des armes si elle le souhaitait. C'est insensé, marmonna Dererick pour la 100e fois. Il a perdu la tête. Les gens ne font pas que des choses comme ça. Les gens comme Lorenzo le font, répondit Catherine d'une voix creuse. Elle pensait au message d'Amelia sur 18 ans de mariage qui avait apparemment été construit sur des mensonges et des malentendus. Je n'ai jamais su avec qui j'avais vraiment épousé. Dererick regardait les pistolets. Nous ne sommes pas obligés de jouer à son jeu. Si nous refusons tous les deux de participer, peut-être qu'il entendra raison. Derek, Catherine dit doucement, tais-toi et écoute-moi. Écoute-moi vraiment. Ce n'est pas un jeu pour lui. C'est la justice à la russe. Il ne bluffe pas et il ne va pas changer d'avis. Alors, que suggères-tu à l'un de nous? En fait, je vous suggère de réfléchir très attentivement à ce à quoi vous voulez que votre dernière heure sur Terre ressemble. L'entrepôt est devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement de l'éclairage industriel et de leur propre respiration. Tous deux réfléchissaient, calculaient, essayaient de trouver un angle qui ça n'existait pas. Dererick parla le premier. Les photos qu'il nous a montrées de René, de la chirurgie esthétique. Je veux que tu saches que je m'en fiche. Catherine l'interrompit. Je te mentais aussi. Depuis le début. Tu n'étais qu'un outil pratique pour me débarrasser de Lorenzo et accéder à son argent. Dererick la fixa du regard. Et toutes ces choses que tu as dites sur mon amour? Sur la construction d'une vie ensemble? Et tes promesses à René? Et le fait de me faire croire que j'étais le seul? Catherine rit amèrement. Tous deux menteurs, Derek. La différence, c'est que je suis meilleur dans ce domaine. Ils restèrent assis en silence pendant encore plusieurs minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Dererick a déclaré, nous pourrions conclure un pacte. Si nous devons mourir tous les deux de toute façon, nous pourrions au moins sortir ensemble. Refuser de lui donner ce qu'il veut. Catherine réfléchit à cette question. Est-ce que cela vous ferait vous sentir mieux? Sortir comme une sorte de couple romantique et tragique. Cela me donnerait l'impression que nous l'avons battu, comme si nous ne l'avions pas laissé nous transformer en monstres. Catherine regarda Derek, le regarda vraiment pour peut-être la première fois de leur relation. Elle vit un homme faible et indulgent qui s'était mis au-dessus de sa tête, qui s'était convaincu que his problem justified destroying other people's lives. She saw a coward who was even now trying to find a way to make his death seem noble. You know what, Derek? You're right. We should make a pact. Hope flickered in Dererick's eyes. Really? Absolutely. Catherine reached for one of the pistol. He promised that one of us won't leave this warehouse alive. Dererick smiled, misunderstanding completely. That is my girl. Oui, elle show him that. The gunshot résonna dans l'entrepôt comme le tonnerre. Dererick baissa les yeux sur la tache rouge qui s'étendait sur sa chemise, son expression étant plus surprise que douloureuse. Catherine, quoi? Pourquoi?
Parce que j'ai passé toute ma vie d'adulte à laisser des hommes faibles m'entraîner vers le bas, dit Catherine en posant le pistolet fumant sur la table. Mon premier mari était faible. Tu es faible. J'en ai marre des hommes faibles. Dererik s'affala en avant sur sa chaise, la respiration courte, mais je pensais que nous avions un pacte. Nous l'avons fait. J'ai promis qu'aucun de nous ne sortirait d'ici vivant. J'ai tenu parole. Les yeux de Dererik perdaient leur concentration. L'argent? Était-ce réel? M'as-tu déjà aimé? Catherine réfléchit sérieusement à la question. Non, Derek. Je ne pense pas avoir jamais aimé quelqu'un à part moi-même et peut-être Amelia. Avant de se retourner contre moi, Dererik est mort avec une expression confuse sur le visage. J'essaie toujours de comprendre à quel point il a été joué. Catherine se rassit sur sa chaise et parla au plafond. Lorenzo, je sais que tu regardes. J'ai rempli votre test. Dererik est mort. Je voudrais mon argent maintenant, s'il vous plaît. La voix de Lorenzo passait par les haut-parleurs et elle pouvait y entendre le sourire. Bravo, Catherine. Vous avez prouvé exactement ce que j'attendais de vous, c'est-à-dire que vous êtes un sociopathe incapable d'une véritable connexion humaine. Que vous trahirez n'importe qui si cela sert vos objectifs, que vous avez choisi le meurtre plutôt que le sacrifice, l'égoïsme plutôt que l'amour. Catherine sentit un frisson lui parcourir le dos. Mais j'ai gagné. J'ai réussi ton test. Vous avez réussi un test, acquiesça Lorenzo. Mais pas celui que vous pensiez. Le véritable test était de savoir si vous étiez capable de choisir la vie de quelqu'un d'autre plutôt que la vôtre. Si 18 années de mariage et de maternité ont développé en vous une véritable décence humaine. Les lumières de l'entrepôt s'éteignirent et Catherine entendit des pas venant de l'ombre. Marcus Webb a émergé, flanqué de 2 de ses hommes. Vous avez échoué de façon spectaculaire, a déclaré Marcus, son ton presque admiratif. Même Lorenzo pensait que vous pourriez nous surprendre. Montrer une étincelle cachée d'humanité. Mais non, face à la mort, vous avez choisi de tuer plutôt que d'être tué. La voix de Catherine s'est élevée jusqu'à un cri. Vous avez promis. Vous avez dit que le survivant serait libre. J'ai dit que le survivant serait libéré avec de l'argent et une nouvelle identité. Corrigea la voix de Lorenzo. Je n'ai jamais dit que le survivant vivrait assez longtemps pour en profiter. Marcus sortit son propre pistolet et le pointa sur la tête de Catherine. Dans le monde de Lorenzo, il y a des trahisons qui ne pourront jamais être pardonnées. Essayer d'assassiner votre propre fille dépasse cette limite. Les derniers mots de Catherine furent une malédiction qui mourut avec elle dans l'écho d'un coup de feu. Chapitre 7. Le calcul. 3 jours plus tard, Lorenzo était assis dans son bureau, la même pièce où ce cauchemar avait commencé. Le soleil du matin pénétrait à flot à travers les fenêtres qui avaient été remplacées après l'effraction. Et tout semblait normal, paisible, suburbain. Mais Lorenzo savait que plus rien ne serait vraiment normal. L'histoire officielle était simple. Catherine Elliott et Derek Maddox avaient été retrouvés morts dans la voiture de Catherine dans un parking isolé, victimes d'un meurtre-suicide apparent. Les preuves suggéraient que Dererik avait tué Catherine avant de retourner l'arme contre lui, peut-être en raison de dettes de jeu et de la pression de la découverte de leur liaison. L'enquête policière avait été, au mieux, superficielle. La détective Paula Lambert, qui s'est occupée de l'affaire, a trouvé les preuves simples. Les problèmes de jeu de Dererik étaient bien documentés. Les polices d'assurance vie de Catherine fournissaient un mobile clair et l'arme du crime était enregistrée au nom de Derek. Affaire classée sous 48 heures. Ce que le détective ne savait pas, c'est que Marcus Webb avait des amis dans tous les services de police, que les preuves pouvaient être dissimulées aussi facilement qu'elles pouvaient être trouvées, et que certaines histoires étaient acceptées parce qu'elles étaient pratiques plutôt que parce qu'elles étaient vraies. Amelia entra dans le bureau avec 2 tasses de café. À 17 ans, elle paraissait plus âgée que son âge, les événements de la semaine dernière lui ayant arraché les derniers vestiges de l'innocence de l'enfance. Elle tendit une tasse à son père et s'installa sur la chaise en face de son bureau. Des regrets? Demanda-t-elle doucement. Lorenzo réfléchit sérieusement à la question. À propos de ta mère? Non, elle a fait ses choix et ils ont abouti à leur conclusion logique. À propos de devoir en être témoin? Oui. Vous êtes trop jeune pour posséder ce genre de connaissances. Je ne suis plus trop jeune. Amelia a répondu. J'ai arrêté d'être jeune la nuit où je l'ai surprise avec Derek. J'ai cessé d'être une enfant quand je l'ai entendu ordonner ma mort.
Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant plusieurs minutes, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Finalement, Amelia reprit la parole. Kyle est passé hier pendant que tu étais absent. Il voulait vous remercier de lui avoir donné une chance d'arranger les choses. Kyle est un professionnel. Il a été embauché pour faire un travail et il l'a fait selon les paramètres qui lui avaient été donnés. Lorsque ces paramètres ont changé, il s'est adapté. Je peux respecter ça. Il voulait également savoir si vous aviez besoin de services continus. Lorenzo sourit légèrement. Kyle découvre que le monde est différent lorsque vous travaillez pour quelqu'un qui privilégie la loyauté à la peur. C'est un processus éducatif. Et Marcus et moi avons réglé nos comptes. 3 dettes viagères payées en totalité. Nous sommes quittes maintenant. Amelia hocha la tête, puis sortit une épaisse enveloppe de son sac à dos. La compagnie d'assurance a appelé. Il débloque les fonds de la police de maman. 2 millions de dollars. Lorenzo n'a pas touché à l'enveloppe. Je ne veux pas de cet argent. Je pensais que tu dirais ça. J'ai déjà discuté avec un avocat de la création d'un fonds de bourse d'études à votre nom. Des manèges complets pour les enfants défavorisés qui souhaitent étudier la gestion de la construction ou l'ingénierie. La fondation Lorenzo Elliott. Utilise le nom de ta mère, dit doucement Lorenzo. La bourse commémorative Catherine Elliott. Que du bien vienne de sa mort, même si aucun bien n'est venu de sa vie. Amelia sourit pour la première fois depuis des jours. C'est très généreux étant donné que ta mère était beaucoup de choses, mais elle n'a pas toujours été méchante. Elle t'aimait à sa manière. Elle s'aimait simplement davantage. Ils furent interrompus par la sonnette de la porte. Lorenzo a vérifié le moniteur de sécurité et a vu un visage familier. Le détective Lambert a l'air officiel et légèrement nerveux. S'attendant à des ennuis, demanda Amelia. Toujours, répondit Lorenzo, mais son ton était détendu. Reste ici. Lisez un livre. Agissez comme un adolescent normal dont la mère vient de mourir tragiquement. Lorenzo a ouvert la porte avec le bon mélange de chagrin et de confusion. Inspecteur Lambert, avez-vous des nouvelles du cas de Catherine? Monsieur Elliott, je suis désolé de vous déranger pendant votre temps de deuil, mais j'ai quelques questions complémentaires. Puis-je entrer? Lorenzo la conduisit au salon, la même pièce où Kyle avait tenu un couteau sous la gorge d'Amelia moins d'une semaine auparavant. Il proposa du café, que le détective refusa, et s'installa dans son fauteuil avec l'attitude patiente d'un homme qui n'a rien à cacher. J'ai examiné le dossier, a commencé le détective Lambert. Et il y a quelques détails qui ne collent pas vraiment, comme les enregistrements téléphoniques de votre femme montrent plusieurs appels vers un numéro enregistré sur un site web Marcus. Connaissez-vous ce nom? L'expression de Lorenzo n'a pas changé. Marcus est un vieil ami. Nous avons servi dans l'armée ensemble il y a des années. Catherine le connaissait socialement. Monsieur Webb a un parcours assez intéressant. Plusieurs arrestations, des liens présumés avec le crime organisé, ce genre de choses. Marcus a eu une vie colorée, a reconnu Lorenzo. Mais il est un homme d'affaires légitime depuis plus d'une décennie. Il possède plusieurs sociétés de conseil en sécurité. L'inspecteur Lambert a pris des notes dans son carnet. Le fait est que Madame Elliott a appelé ce numéro 3 fois le jour de sa mort. Le dernier appel a été passé seulement 2 heures avant l'heure estimée de son décès. Lorenzo semblait considérer cette information avec attention. Je ne sais pas quoi en penser, détective. Catherine se comportait bizarrement depuis des mois, travaillant tard et recevant des appels téléphoniques inexpliqués. Je commençais à soupçonner qu'elle avait une liaison avec Derek Maddox. J'avais des soupçons, mais j'espérais que j'avais tort. Catherine et moi avions eu des problèmes, mais je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à cela. L'inspecteur Lambert étudia le visage de Lorenzo, à la recherche d'indices, d'incohérences, de tout ce qui pourrait indiquer une tromperie. Elle ne voyait que le chagrin épuisé d'un homme que sa femme l'avait trahi et abandonné. Monsieur Elliott, je dois vous demander, où étiez-vous entre 22h et 22h? Et minuit il y a 3 nuits? Ici avec ma fille. Nous étions aux prises avec les conséquences du cambriolage survenu plus tôt dans la soirée. Vous avez le rapport de police sur cet incident, je crois. Oui. Tentative de cambriolage. Le suspect s'est enfui lorsque vous l'avez interrompu. Aucune identification positive. C'était une nuit très effrayante. Amelia était traumatisée. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis j'ai travaillé dans mon bureau jusqu'à l'aube.
J'étais réveillé lorsque vos officiers m'ont appelé pour m'annoncer la nouvelle de Catherine. L'inspecteur Lambert ferma son carnet. Je pense que cela couvre tout. Encore une fois, mes condoléances pour votre perte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Après son départ, Lorenzo est retourné à son bureau où Amelia faisait semblant de lire un manuel. Comment j'ai fait, elle a demandé. Parfait. Mais c'est la dernière fois que nous discutons de tout cela. À partir de maintenant, Catherine et Dererick sont morts dans un suicide tragique. Vous êtes une fille en deuil et je suis un mari trahi qui essaie de reconstruire sa vie. C'est la seule vérité qui compte. Amelia a hoché la tête solennellement. Que se passe-t-il maintenant? Lorenzo s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé le quartier où il avait passé 18 ans en prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. Maintenant, nous décidons qui nous voulons aller de l'avant. J'ai pensé à vendre l'entreprise. Déménager ailleurs. Peut-être dans le Colorado ou le Montana. Un endroit tranquille. Fuir. Aller vers. Corrigea Lorenzo. Il y a une différence. Fuir, c'est ce qu'on fait quand on a peur. Aller vers, c'est ce qu'on fait quand on a réglé ses dettes et gagné le droit de choisir sa propre voie. Amelia le rejoignit à la fenêtre. Elle va te manquer? Maman, enfin, Lorenzo resta silencieux un long moment. La femme que je croyais être. La femme dont je suis tombé amoureux va me manquer point avec il y a 20 ans, mais cette femme n'a peut-être jamais existé. Peut-être que j'avais juste besoin de croire qu'elle le savait. Et Derek. Dererick était un symptôme, pas une maladie. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ta mère n'était pas satisfaite de moi, de notre vie, d'elle-même. Ce genre d'insatisfaction trouve toujours une issue. Ils se tenaient ensemble dans la lumière du matin. Père et fille, liés désormais par des secrets partagés et sachant que certaines trahisons sont si profondes qu'elles vous changent à jamais. Papa, dit doucement Amelia. Oui, je suis content que tu sois mon père et je suis content que tu sois exactement qui tu es. Lorenzo passa son bras autour des épaules de sa fille et réalisa que malgré tout ce qui s'était passé, malgré toute la douleur, la trahison et la violence, il avait gagné quelque chose de précieux. La loyauté absolue de la seule personne qui comptait vraiment. Dans le bloc 8, il a appris que survivre signifiait être prêt à faire des choses terribles pour protéger ce qui vous appartenait. En Amérique, il avait appris que certaines choses méritaient d'être protégées à tout prix. La leçon était terminée. Chapitre 8. Nouvelle fondation. 6 mois après le décès de Catherine, la Elliott Construction Company a été vendue à une entreprise nationale pour 18 millions de dollars. Lorenzo avait bâti l'entreprise à partir de rien pendant 2 décennies, et sa réputation de travail de qualité et de transactions honnêtes l'avait rendue précieuse pour les entreprises cherchant à se développer sur le marché du Midwest. Lorenzo et Amelia se tenaient sur le porche de leur maison vide, attendant que le camion de déménagement ait fini de charger leurs affaires. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec des jumeaux en bas âge, devaient en prendre possession la semaine suivante. Après réflexion, demanda Amelia, notant l'expression contemplative de son père. Aucun, répondit Lorenzo. Cette maison abrite trop de fantômes. Il est temps de construire quelque chose de nouveau. Leur destination était une petite ville du Montana appelée Cedar Falls. 3200 habitants nichés dans une vallée entre les sommets enneigés. Lorenzo y avait acheté 100 acres de terrain ainsi qu'un modeste ranch et envisage de démarrer une entreprise de construction de maisons sur mesure axée sur la construction durable. Amelia terminerait sa dernière année à la Cedar Falls High School, puis fréquenterait la Montana State University à Bozeman pour étudier l'ingénierie architecturale. La transition s'est déroulée étonnamment en douceur. Le chagrin, même artificiel, était une excellente excuse pour des changements majeurs dans la vie. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ouest, Amelia s'occupait de la navigation tandis que Lorenzo conduisait leur nouvelle camionnette Ford. Derrière eux, une remorque transportait l'essentiel qu'ils avaient décidé de garder. Tout le reste avait été vendu, donné ou jeté. Papa, dit Amelia alors qu'ils traversaient le Colorado. Puis-je vous demander quelque chose à propos du bloc 8? Lorenzo attendait cette question depuis des mois. Que veux-tu savoir? Vous avez dit avoir purgé 8 ans sur une peine de 25 ans. Comment es-tu sorti? Lorenzo resta silencieux pendant plusieurs kilomètres, regardant le paysage passer des terres agricoles aux montagnes. L'Union soviétique s'est effondrée pendant que j'étais à l'intérieur. Tout a changé. Le gouvernement,
l'économie, toute la structure sociale. Dans le chaos, beaucoup de choses sont devenues possibles qui n'auraient pas été possibles auparavant, y compris l'évasion, y compris la libération négociée pour les prisonniers possédant certaines compétences. Le nouveau gouvernement russe avait besoin de personnes comprenant à la fois l'ancien système et le nouveau. Des gens capables de naviguer entre le monde criminel et le monde légitime. Amelia a absorbé cela. Alors, tu étais recruté. On m'a proposé un choix. Purger ma peine dans une prison qui était en train de s'effondrer ou accepter un poste dans un service de renseignement qui avait besoin de quelqu'un avec mes antécédents. J'ai choisi la liberté. Et c'est comme ça que tu as fini en Amérique. Finalement, j'ai passé 2 ans à effectuer divers travaux pour diverses organisations. Puis on m'a donné de nouveaux papiers, une nouvelle identité et un billet pour Détroit. Il était entendu que je disparaîtrais complètement. Aucun contact avec mon ancienne vie, aucun retour à une activité criminelle, aucune attention portée à moi-même. Et vous avez respecté cet accord pendant 20 ans jusqu'à ce que quelqu'un menace ma famille. Cela a changé l'équation. Ils se sont arrêtés pour déjeuner à Denver dans un petit restaurant qui rappelait à Lorenzo le genre d'endroit où il avait mangé son premier repas américain il y a des décennies. La nourriture était simple, honnête, sans complexité, tout ce qu'avait été sa vie au cours des 18 dernières années. Kyle a appelé hier. Amelia a mentionné alors qu'il partageait un morceau de tarte aux pommes. Il voulait vous tenir au courant de sa nouvelle situation d'emploi. Lorenzo haussa un sourcil. Oh, apparemment, Marcus lui a proposé un poste permanent dans le cabinet de conseil en sécurité. Kyle a dit de te le dire, il apprend à apprécier la valeur de travailler pour des personnes qui honorent leurs engagements. Kyle est une étude rapide. Il s'en sortira bien avec Marcus. Il a également dit de vous dire que tous les détails ont été réglés. Le détective Lambert a définitivement clos l'affaire la semaine dernière. Lorenzo hocha la tête. Il s'y attendait autant. Marcus Webb était minutieux dans son travail et les détails étaient mauvais pour les affaires dans leur secteur d'activité. Des regrets pour Kyle? A demandé Amelia. Vous auriez pu le tuer la première nuit. Kyle faisait un travail qu'il pensait légitime. Lorsqu'il a appris le contraire, il a fait le bon choix. Le tuer aurait été un gaspillage. Et s'il avait fait le mauvais choix, l'expression de Lorenzo n'a pas changé. Alors il n'aurait pas vécu assez longtemps pour travailler pour Marcus. Ils terminèrent leur déjeuner et continuèrent vers l'ouest, les montagnes devenant plus grandes et plus impressionnantes à chaque kilomètre. Amelia somnolait sur le siège passager pendant que Lorenzo conduisait. Perdu dans ses propres pensées, il pensa à Catherine, à la femme qu'il avait aimée et à la femme qu'elle avait réellement été, à Derek, qui était mort sans comprendre les forces qu'il avait mis en branle, sur les choix qu'il avait conduits d'une prison sibérienne à un ranch du Montana, et tout le sang et la trahison en cours de route. Il pensait surtout à Amelia, à la fille qui avait affronté le pire côté de la nature humaine et qui en était ressortie plus forte que brisée. Elle était son véritable héritage, sa rédemption, la preuve que même les débuts les plus sombres pouvaient apporter du bien. Alors que le soleil se couchait derrière les Rocheuses, Lorenzo Elliott, ancien prisonnier, ancien exécuteur, ancien entrepreneur de banlieue, se dirigeait vers sa nouvelle vie avec la satisfaction d'un homme dont les dettes étaient payées et dont la conscience était pure. Dans son rétroviseur, le passé devenait de plus en plus petit jusqu'à disparaître complètement. Chapitre 9. Sang et jugement. 1 an plus tard, Lorenzo construisait une maison personnalisée pour un juge fédéral à la retraite lorsque le passé est apparu sous la forme d'une berline noire avec des plaques diplomatiques. Il travaillait seul ce matin-là, installant du parquet dans ce qui serait la bibliothèque du juge lorsqu'il sentit du mouvement à l'extérieur. Les vieux instincts ne sont jamais morts, et le silence soudain des oiseaux était un avertissement, il avait appris à en tenir compte il y a des décennies. Lorenzo posa son pistolet à clous et se dirigea vers la fenêtre. 2 hommes vêtus de costumes coûteux se tenaient à côté de la berline. Leur posture et leur positionnement les identifiaient comme des professionnels bien avant qu'ils puissent voir leur visage. L'un d'eux était grand et mince, avec des traits slaves. L'autre, plus courte et plus large, portait les cicatrices de quelqu'un qui avait été témoin d'une véritable violence. Il n'était pas là pour le juge. Lorenzo ouvrit la porte d'entrée avant qu'il puisse frapper. « Messieurs, je suppose que vous n'êtes pas là pour le travail de l'entrepreneur. » L'homme le plus grand sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Lorenzo Dmitri Vikvalov, vous avez été difficile à trouver. » L'utilisation de son ancien nom, son vrai nom, confirmait ce que Lorenzo soupçonnait déjà.
Ce n'étaient pas des agents fédéraux ou des forces de l'ordre local. C'étaient des fantômes du monde qu'il avait laissés derrière lui. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, dit calmement Lorenzo. Je m'appelle Lorenzo Elliott et je suis un entrepreneur résidentiel. Bien sûr que oui, dit l'homme le plus petit dans un anglais accentué. Tout comme moi, Alex Petrov, attestation culturelle auprès du consulat russe. Nous jouons tous un rôle. Oui. Lorenzo étudia attentivement les hommes. Le grand se comportait comme un gouvernement, probablement le SVR ou l'une de ses agences qui lui ont succédé. Le plus petit avait l'allure indubitable d'un vore, un criminel professionnel de la vieille école. Si vous cherchez quelqu'un d'autrefois, vous perdez votre temps. Lorenzo a dit que cette personne était morte en Sibérie il y a 25 ans. L'a-t-il fait? Alexa a sorti une tablette et a montré à Lorenzo des photos de surveillance, des images de la scène de la mort de Catherine, de l'entrepôt de Marcus Webb, de Carr entrant dans l'hôtel Méridien. Parce que ces images suggèrent le contraire, Lorenzo sentit une froideur familière s'installer dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait ressenti lors d'un blocus lorsqu'il fallait rappeler à quelqu'un l'ordre naturel. Vous me surveillez depuis un certain temps. Oui. Vos méthodes pour éliminer votre femme et son amant ont été instructives. Tout à fait dans le style du vieux boucher du bloc 8. Le grand homme s'avança. Mes supérieurs ont une proposition à vous faire, monsieur Vulov. Une chance de rentrer à la maison pour reprendre votre place dans le nouvel ordre. Et si ça ne m'intéresse pas, Alex haussa les épaules. Alors peut-être que votre fille serait intéressée à entendre des histoires sur la véritable histoire de son père. Peut-être que le FBI serait intéressé à rouvrir l'enquête sur la mort de Catherine Elliott. Peut-être que certaines autorités fiscales seraient intéressées à examiner comment un ancien ouvrier du bâtiment a acquis les fonds nécessaires pour acheter 100 acres de biens immobiliers de premier ordre dans le Montana. Lorenzo resta silencieux pendant un moment, calculant les probabilités et les possibilités. Puis il sourit et les deux hommes reculèrent instinctivement. Vous savez, a dit Lorenzo en conversation. Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas eu à tuer quelqu'un. Je commençais à me demander si j'avais perdu le contact. Avant que l'un ou l'autre des hommes ne puisse réagir, Lorenzo bougea. Le pistolet à clous était dans ses mains et tirait avant qu'Alex puisse atteindre son arme. Le premier clou a touché l'agent russe à la gorge, le second à la poitrine. Il tomba sans un bruit. Le grand homme fut plus rapide, sortant son pistolet à moitié de son étui avant que le troisième clou de Lorenzo ne lui transperce le poignet, coinçant sa main contre sa poitrine. L'arme est tombée au sol tandis que l'homme criait. « Comment t'appelles-tu » demanda Lorenzo en ramassant le pistolet tombé et en vérifiant la chambre. « Sergueï ? Sergueï Volov » L'homme haleta. Lorenzo fit une pause. Vulov était lié à Dimitri Vovav du bloc 8. Mon oncle. Il a dit que tu étais mort. Il a dit qu'il vous avait tué personnellement. Votre oncle était un menteur et un lâche qui est mort en implorant grâce dans un entrepôt grossier. Lorenzo a dit d'un ton neutre. Mais c'est de l'histoire ancienne. La question est maintenant de savoir quoi faire de vous. Sergueï saignait abondamment du poignet, mais ses yeux étaient perçants d'intelligence et de peur. Vous ne pouvez pas simplement tuer un officier des renseignements russes. Il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences, reconnut Lorenzo. L'astuce est de s'assurer qu'il tombe sur les bonnes personnes. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Marcus, c'est Lorenzo. J'ai besoin d'une équipe de nettoyage sur le chantier 2. Construction d'Henderson. Oui, 2 forfaits. Non, on respire encore. Je veux qu'il soit livré au consulat à une boîte avec un nœud dessus. Lorenzo raccrocha et regarda Sergueï. Voici ce qui va se passer. Vous allez retourner à Moscou et dire à celui qui vous a envoyé que Lorenzo Dmitri Valkov est mort. Il est décédé dans un accident de construction dans le Montana. Très tragique, très final. Lorenzo Elliott, quant à lui, est un homme d'affaires à la retraite qui tient à sa vie privée et dispose des ressources nécessaires pour la préserver. Et s'ils n'acceptent pas cela, ils apprendront pourquoi le boucher du bloc 8 n'a jamais été emprisonné. Il a été juste temporairement confiné. Il y a une différence. 20 minutes plus tard, Marcus Webb arrivait avec une camionnette et 3 hommes. Ils ont travaillé avec une efficacité professionnelle, enveloppant le corps d'Alex dans du plastique et en chargeant Sergueï, désormais inconscient à cause de la perte de sang, dans une caisse d'expédition qui serait livrée au consulat russe avec une note expliquant que c'était le seul avertissement qu'il recevrait.
Tu sais que ça ne s'arrêtera pas là, dit Marcus alors qu'il finissait de nettoyer. Ils reviendront. Peut-être, acquiesça Lorenzo. Mais ils y réfléchiront à 2 fois avant de menacer ma fille. Et la prochaine fois, je ne laisserai pas de survivants. Ce soir-là, Lorenzo était assis sur son porche avec Amelia, regardant le soleil se coucher sur les pics du Montana. Elle lisait les lettres d'admission de divers collèges, ses notes et ses résultats aux tests lui ayant ouvert les portes des écoles à travers le pays. Le MIT a fait une offre intéressante, a-t-elle déclaré sans lever les yeux des journaux. Bourse complète et poste d'assistant de recherche avec leur programme d'architecture durable. C'est loin du Montana. À peu près aussi loin que l'on peut aller tout en restant en Amérique, a-t-elle accepté. Mais il réalise un travail de pointe sur l'intégration de la conception environnementale. C'est exactement ce que je veux étudier. Lorenzo resta silencieux pendant un moment. La question est de savoir si vous vous sentez en sécurité si loin de chez vous. Amelia leva les yeux de ses lettres. Papa, allons-nous avoir des problèmes de ton passé? J'ai réglé le problème immédiat ce matin, a déclaré Lorenzo avec précaution. Mais il peut y en avoir d'autres. Les hommes comme moi se font des ennemis qui durent des générations. Les hommes comme vous ont aussi des amis qui durent des générations, a souligné Amelia. Marcus, Kyle, probablement d'autres que je ne connais pas. Et les hommes comme toi enseignent leurs filles doivent être assez fortes pour faire face à tout ce qui arrive. Lorenzo sourit. Vous n'êtes pas inquiet. Je suis terrifié. Amelia a dit honnêtement. Mais je suis aussi fier. Mon père est un homme qui protège sa famille quel qu'en soit le prix. Qui honore ses engagements et punit ceux qui trahissent la confiance. Dans un monde plein d'hommes faibles et de promesses dénuées de sens. C'est quelque chose dont on peut être fier. Elle déposa ses lettres d'acceptation et regarda directement son père. C'est le MIT. Mais je veux rentrer à la maison pour Noël et je veux savoir que la maison sera toujours là quand je le ferai. Ce sera Lorenzo, promis. Quoi qu'il en soit, ce sera le cas. Alors que l'obscurité tombait sur la vallée, Lorenzo Elliott s'est assis avec sa fille et a planifié un avenir qui serait construit sur les fondations de son passé. Viol, impitoyable, mais absolument loyal envers ceux qui le méritaient. Au loin, des coyotes s'appelaient à travers les montagnes, leurs voix portant d'anciens chants de survie et de force. Lorenzo les écoutait et souriait, sachant que certaines vérités ne changeaient jamais, peu importe le chemin parcouru ou le chemin parcouru. Combien de temps s'est écoulé? Le boucher du bloc 8 était mort, comme il l'a dit à Sergueï Valkov. Mais l'homme qui l'avait remplacé, mari, père, protecteur, était bien vivant et infiniment plus dangereux parce qu'il avait désormais quelque chose qui valait la peine d'être tué. Le passé était réglé. L'avenir était assuré. Et entre les deux, il y avait la paix achetée et payée avec du sang et de l'honneur. C'était suffisant. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.